Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le langage JavaScript. Pour cela, nous allons commencer par introduire l'intérêt de ce langage, pourquoi on en a besoin pour développer nos sites web, bien nos pages web, et surtout comment nous allons pouvoir utiliser ce langage. Où est-ce que nous allons pouvoir écrire le code JavaScript au niveau des pages web. Par la suite, nous allons discuter la syntaxe de JavaScript qui est assez similaire à la syntaxe du langage C. Et ensuite, nous allons nous tarder sur l'aspect, ou plutôt sur le côté ou sur le volet JavaScript et son interaction ou sa communication avec les navigateurs des visiteurs. Parce qu'en fait, JavaScript, on dit que c'est un langage côté client, ça veut dire qu'il va s'exécuter au niveau de la machine virtuelle qui est chargée par le navigateur des utilisateurs. Et donc, à travers ce langage, on a la possibilité de communiquer avec le navigateur des clients. Et donc, nous allons pouvoir entreprendre pas mal de tâches. Ensuite, il y a un objet qui est prédéfini en JavaScript et qui nous intéresse le plus, qui est l'objet document, très connu pour DOM. Document Object Model. Donc, c'est un objet qui va nous permettre d'accéder au document HTML, à la page web si vous voulez, ou la page HTML. Et donc, nous allons pouvoir y ajouter des documents, des éléments. Nous allons pouvoir y supprimer certains si on le souhaite. Nous allons pouvoir modifier le contenu de certains éléments HTML, etc. Et on finira la présentation en citant quelques événements qui peuvent être gérés via JavaScript. Donc, les événements gérés par JavaScript, là, je parle des événements qui vont être déclenchés par l'utilisateur. Par exemple, si jamais il bouge sa souris ou il survole avec sa souris certains éléments de HTML de la page, donc nous allons pouvoir intercepter tout ça et bien sûr déclencher derrière des tâches ou bien des fonctions. Donc sans tarder, pourquoi nous avons besoin de JavaScript lorsqu'on effectue ou lorsqu'on fait du développement web? En fait, avec CSS, on a réussi à mettre en place une certaine mise en forme des pages web ou bien du contenu HTML. Donc bien sûr, nous avons déjà vu ça dans des vidéos précédentes où avec CSS, on pouvait définir différents styles ou différentes feuilles de style. Et de cette manière, nous allons pouvoir avoir une certaine ou plusieurs mises en forme qui vont être appliquées au niveau des navigateurs clients. Donc avec HTML et CSS, il y a certaines limites qui est qu'on ne va pas pouvoir assurer l'interaction ou l'interactivité avec les utilisateurs. Bien sûr, avec CSS, on peut faire un petit peu d'interaction, mais pas trop. Elle est vraiment très très limitée cette interaction. Et donc on a besoin d'un autre langage. On ne peut pas aussi effectuer des traitements sur les données que l'utilisateur va nous communiquer ou qui va essayer de nous envoyer. Donc ça aussi, ça pose problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a recours au langage JavaScript. Lui, JavaScript est un langage de programmation, sauf qu'il va s'exécuter au niveau du navigateur client. C'est pour ça qu'on dit que JavaScript est un langage de script côté client. Son exécution va s'effectuer non pas au niveau de votre serveur web, mais elle va se faire au niveau du navigateur du client. C'est-à-dire les navigateurs, plutôt le client qui va charger la page. Si jamais la page web contient du code JavaScript, donc il va être exécuté par sa machine virtuelle. Voilà, donc ce que je disais, le code est interprété localement par le navigateur du client. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec JavaScript? On peut par exemple afficher des messages au client, des messages d'alerte suite à certains événements ou certaines données que l'utilisateur nous a communiquées. Nous allons pouvoir par exemple vérifier les données
saisies au niveau d'un formulaire avant de les envoyer au serveur pour vérifier est-ce que il n'y a pas eu, par exemple, si jamais l'utilisateur nous saisit du texte dans un champ qui normalement devait avoir un nombre entier, donc on va pouvoir vérifier tout ça avec JavaScript. Nous allons aussi pouvoir assurer certaines animations, faire du traitement localement. L'utilisateur, par exemple, il va, je ne sais pas moi, sur une page web, par exemple, il y a un QCM qui est affiché à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, il va essayer de répondre. Et par la suite, nous allons y rajouter un bouton, par exemple, vérifier ou correction du QCM, voilà. Donc on peut imaginer derrière le bouton qu'il y a un script qui va s'exécuter, il va corriger les réponses de l'utilisateur et lui afficher directement le nombre de bonnes réponses ou le score qu'il a obtenu. Donc ça existe depuis quand JavaScript? En fait ça a commencé, l'histoire, elle a commencé en 1995 où la grande société au startup Netscape a commencé à proposer ce langage comme étant le futur du développement web, etc. Donc bien sûr, Microsoft, elle était pas très loin, donc on n'a pas tardé à adopter un petit peu le principe et à développer son propre langage qui a été nommé JScript. Mais le plus utilisé actuellement, c'est JavaScript, hein. Maintenant, on n'en parle plus du tout de JScript. Et JavaScript a été standardisé par l'organisme de régulation ECMA Script. Et c'est devenu maintenant le standard. En 2014, on était à la version 6. Je crois maintenant qu'on est à une version plus avancée. Donc, vous pouvez faire une petite recherche sur Google. Vous allez trouver la version actuelle qui est disponible. Donc, où est-ce que nous allons écrire ce code JavaScript ou le code JS? Où est-ce qu'il faudra le placer? Donc, en fait, au niveau de votre code HTML ou page web, il y a plusieurs possibilités. Il y en a deux, en fait. Pas plusieurs, mais deux exactement. Donc, soit vous allez placer le code JavaScript au niveau de l'entête de la page, c'est-à-dire ici. Donc, j'ai ici la balise head/head. Donc, à l'intérieur, j'ai la balise script qui me permet de rajouter un code JavaScript. Par exemple, ici, j'ai un code JavaScript. Et là, on dit que le script, il est interne. Donc, il peut être déclaré, comme je viens de le préciser, au niveau de l'entête. Et il peut aussi être déclaré au niveau de body. Donc, vous remarquez ici, à /body, ça veut dire qu'en amont, bien en avant, il y a quelque part, hein, sur une ligne bien particulière, il y a le début de body. Et bien sûr, on pose ici le script. Donc ici, le script, il est aussi interne parce qu'on voit ici qu'il y a les instructions ou le code JavaScript. Donc là, il est toujours interne, mais il y a la possibilité d'insérer un script externe aussi. Par exemple, ici, toujours avec la balise script, hein. C'est une balise double, donc script/script. Si vous avez un script interne, donc vous mettez votre script, c'est-à-dire les instructions JavaScript, vous les mettez entre script et /script. Si vous avez un script externe, donc script/script, et entre ces deux balises ouvrantes et fermantes, il n'y a absolument rien. Vous voyez ici, il n'y a absolument rien. Sauf que j'ai ajouté un attribut src pour indiquer le chemin vers quoi? Vers le script externe, c'est-à-dire le fichier externe qui a l'extension .js et dans lequel j'ai mis ces instructions par exemple. Voilà, donc le script il peut être interne ou externe et nous allons voir un petit exemple. Donc c'est la page underscore js1. Donc je vais aller au niveau de mon navigateur. Et je vais essayer de récupérer. Voilà. Donc voici par exemple la page en question. Donc c'est une page assez simple, assez classique. Maintenant vous avez pas mal de connaissances sur le langage HTML et CSS. Donc toutes les balises que vous voyez devant vous,
ça vous parle, hein. Par exemple, vous avez ici la balise doctype, elle est très importante parce qu'elle permet d'indiquer quelle est la version HTML qui est utilisée, hein. Ça va être communiqué au navigateur du client, donc comme ça, il va charger et afficher la page correctement. Là, nous avons le head, par exemple. Voilà, ça c'est plus clair comme ça. Nous avons le début de l'entête. Là, c'est la fin de l'entête. Et regardez ici. Donc, il y a ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. C'est que j'ai ici un script interne. J'ai la balise ouvrante script, la balise fermante script. Et à l'intérieur, il y a un script. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le script? Je peux vous l'expliquer, mais nous allons le voir par la suite en détail. Donc, ce n'est pas vraiment très important, hein. C'est une fonction. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite au niveau de body? Donc, au niveau de body, il y a 3 boutons. Donc, il y a le premier bouton, il y a le deuxième bouton, il y a le troisième. Donc, le premier bouton, il y a un attribut onClick qui est égal script interne. Donc là, c'est une fonction. C'est la fonction que je définis ici au niveau de l'entête, à l'intérieur de la balise script/script. Donc, c'est-à-dire, si l'utilisateur clique sur ce bouton-là, et c'est qui a le texte et c'est ce bouton, donc c'est ce script-là qui va être affiché, plutôt exécuté, pardon. Ensuite, il y a un deuxième bouton, la même chose, il y a l'événement onClick, et là, je fais appel à script externe. Ce script externe, c'est une fonction qui est définie, si je ne dis pas de bêtises, ici, dans ce fichier qui est externe. Et un troisième bouton, toujours l'événement onClick, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur ce bouton, nous allons appeler cette fonction-là, script interne 2. Il ne faut pas oublier ici le point virgule parce que ça, normalement, ça doit être des instructions. Et donc, nous allons appeler cette fonction-là. Donc, dans cet exemple, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de particulier. Il y a une fonction à chaque fois qu'on est en train de l'appeler. La fonction, c'est nous qui avons défini cette fonction. Elle contient une simple instruction, par exemple, window.alert, qui permet d'afficher un message à l'utilisateur. Nous allons voir l'exécution par la suite. Et donc, la même chose ici. Bienvenue au cours JS. Là, document.write. Ça, c'est un message qui va être écrit. Regardez, ce texte-là, moi, je ne l'ai pas du tout ici en code HTML, mais lorsque nous allons exécuter cette page web, plutôt lorsque nous allons la charger, nous allons apercevoir ce texte-là qui sera ajouté. Voilà, peut-être nous allons faire un petit test, comme ça ce sera un petit peu plus clair pour vous. Donc, normalement, ce sera chargé, voilà. Donc nous avons nos 3 boutons et nous avons le texte qui a été ajouté. Donc vous remarquez ici, le texte il a été ajouté. Je vais essayer d'agrandir un petit peu peut-être. Si je réussis, voilà. Ce texte-là ne figure absolument pas au niveau du code HTML, mais il est là au niveau du script. Et là, j'ai une instruction à la ligne 30, par exemple, qui va me permettre d'ajouter ce texte. Par la suite, nous allons y revenir sur ces fonctions-là, donc il ne faut absolument pas s'inquiéter maintenant. Et c'est juste de comprendre cet exemple qui est assez simple. Donc, j'ai 3 boutons, comme je vous l'ai expliqué. Et si jamais je clique sur le premier bouton, donc normalement, regardez, si je clique sur le premier bouton, c'est cette fonction-là qui va être exécutée. Et cette fonction-là, elle est ici. Donc elle permet juste d'afficher une fenêtre avec appel vers un script interne. Nous allons faire un petit test. Et donc voilà. Appel vers un script interne. Ensuite, si je clique sur le deuxième bouton, là, rien ne se passe. Tout simplement parce que j'ai une petite erreur. Je sais où est-ce qu'il est le problème. Donc, d'ailleurs, on le voit ici. Hein, quand je clique, regardez au niveau de la console. Hein, parce qu'au niveau de la console, c'est là où vous allez voir toutes les erreurs qui sont générées suite à l'exécution de votre code JavaScript. Par exemple, je clique, voilà, ici, il y a une erreur. Ben, l'erreur, en fait, elle vient d'où? Pourquoi?
Deuxième bouton, on clique, je fais appel à script externe. Script externe, c'est une fonction qui est prédéfinie ici, dans ce script-là. Alors que moi, j'avais déplacé ce script dans un dossier, voilà, JS. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je donne le chemin exact ici. Voilà, et normalement, maintenant, ça va marcher. Donc, nous allons refaire un petit test. Je vais recharger et là, je clique sur le bouton et voilà. Maintenant, je n'ai plus l'erreur qui s'affiche ici, mais par contre, j'ai le message appel vers un script externe. D'où il vient ce message? Ben, en fait, si je vois, ou je vais vous montrer plutôt le code source de script externe.js que j'appelle ici. Donc, regardez ce qu'il y a. Il y a la fonction script externe que j'appelle au niveau de l'attribut onClick de ce deuxième bouton. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'instruction à l'intérieur de cette fonction, il y a l'instruction window.alert et le message appel vers un script externe. Donc c'est pour ça que j'ai ce message-là qui s'affiche à ce niveau-là. Maintenant, le troisième bouton, j'ai aussi appel vers un script interne 2. Donc en fait, c'est lié à ce troisième bouton. Donc il y a l'attribut onClick et script interne 2. Ça, c'est une fonction qui est définie ici au niveau d'un script, d'une balise script, donc une balise double. Il y a la balise ouvrante, la balise fermante, et vous voyez ici qu'il y a la fonction script interne 2 et cette fonction affiche le message appel vers un script interne 2. Donc c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste comprendre comment écrire le script, plutôt votre code JavaScript, et surtout où est-ce qu'il faudra le placer. Donc je vais résumer. Il y a deux possibilités. Soit vous allez avoir un code interne, soit externe. Interne, c'est-à-dire les instructions de votre programme JavaScript, vous allez les écrire dans le fichier HTML. Et à ce moment-là, vous allez utiliser la balise script/script et à l'intérieur, vous allez mettre votre instructions JavaScript. Donc, soit vous mettez ça au niveau de l'entête, soit vous mettez ça juste avant /body. Donc, les recommandations est que vous devez, plutôt, on vous recommande vivement de placer votre script juste à la fin de la page ou du document HTML, c'est-à-dire juste avant /body. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas alourdir le chargement de la page web au niveau du navigateur client ou visiteur. Donc, il faut éviter de mettre le script, par exemple, juste après body ou bien au niveau de l'entête. Donc, de préférence, et c'est la recommandation, on place nos codes JavaScript juste avant /body. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'utiliser la balise script. Donc, ça, c'est pour un script interne. Maintenant, si vous voulez avoir un script externe, ça veut dire quoi externe? C'est-à-dire les instructions JavaScript, vous allez les mettre dans un fichier qui doit avoir l'extension .js. Où est-ce que vous allez placer cet appel vers ce fichier script externe 1.js? Donc la même chose, soit vous le mettez au niveau de l'entête avec la balise script/script, soit juste avant /body. Et bien sûr, la même chose, la recommandation est que vous placez ça juste avant /body. Et bien sûr, quand on a un script externe, donc nous allons rien écrire entre la balise ouvrante script et la balise fermante /script, mais nous allons ajouter un attribut src dans lequel nous allons définir le chemin vers le fichier externe .js qui contient les instructions JavaScript. Donc j'espère que j'étais assez clair. Si vous avez des questions par la suite, donc il ne faut pas hésiter à me contacter, me laisser vos remarques au niveau des commentaires. Donc je vais revenir sur la présentation. Maintenant pour la syntaxe. Comment écrire du code JavaScript? C'est assez similaire par rapport au langage C, sauf qu'il y a quelques différences.
il faut juste connaître ces différences et par la suite, vous allez être rapidement amené à écrire des fonctions, des instructions conditionnelles, des boucles, etc. Donc la première différence, c'est avec les variables. Les variables sont déclarées avec le mot-clé var, mais sans spécifier de type. Là, je n'ai pas à préciser le type de la variable. On dit que JavaScript est un langage non typé. Le langage C est un langage typé. Donc, vous devez déclarer la variable en C et en plus sans type. Ici, non. Vous dites juste que ça, c'est une variable. Var Y, par exemple, reçoit 6,26. Ça et c'est bon. C'est la machine virtuelle qui va déduire le type de vos variables. Si vous lui affectez 6,26, donc elle va déduire que Y est un réel. Par exemple ici, var modèle, entre crochets, j'ai mis chaîne de caractères Polo, Golf, Passat. Ça veut dire que ça, c'est un tableau. C'est pas à vous de préciser le type des variables. Quelles sont les variables qui peuvent être prises en charge par JavaScript? Donc vous avez les nombres, ça peut être des entiers, des réels, vous avez les chaînes de caractères, les objets, les booléens, les tableaux, et il y a aussi un autre type, c'est undefined. Undefined, ce sont les variables qui n'ont pas encore reçu de valeur, et donc elles sont déclarées, mais puisque vous n'avez pas encore affecté de valeur, ben, pour l'interpréteur qui est la machine virtuelle du navigateur du client, ça reste indéfini, donc il va vous marquer undefined. Un exemple de déclaration, donc par exemple var x reçoit 5, donc x sera un entier, var y reçoit 6.26 ou virgule, donc ce sera un réel. La même chose pour z, ça c'est une écriture avec la mantis et l'exposant, donc ça va être un réel. Prénom égale la chaîne de caractères Ahmed virgule nom, donc égale une autre chaîne de caractères, donc prénom et nom, ça va être des variables de type chaîne de caractères. Objet nom ici, vu la valeur qui est affectée à cette variable, donc ce sera un objet. Si vous affectez true par exemple ou false à une variable, donc elle sera booléenne. Là pour un tableau, nous avons déjà évoqué cet exemple là au niveau du slide précédent. Pour les tableaux, donc c'est le même principe qu'en langage C. Le premier élément il a un indice 0, le deuxième 1 et ainsi de suite. C'est assez clair. Et si je déclare une variable, je ne précise pas du tout avec quelle valeur je vais l'initialiser, donc elle va être undefined ou bien non défini. Non défini par rapport à son type. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Pour les fonctions, avant d'aller vers les fonctions, je vais vous montrer un truc. Au niveau de la console, vous pouvez aussi écrire vos codes, vos instructions JavaScript, par exemple. Regardez ici. Je pense pas que je peux agrandir plus que ça. Si. Ok, ça c'est le maximum apparemment. Regarde ici. J'ai écrit var x par exemple reçoit 10,5. Il me marque ici undefined. Undefined, ce n'est pas pour x. C'est pour l'instruction d'affectation. Donc il ne faut pas mélanger ça avec le type de x. Si j'écris x, donc il va me retourner sa valeur. Si j'écris par exemple var y reçoit, je ne sais pas moi, 0,5, et ensuite je vais écrire x plus y, donc ça va me retourner 11. 10,5 plus 0,5, ça va me retourner 11. Donc vous avez la possibilité aussi au niveau de la console de tester un petit peu vos instructions JavaScript. Bien sûr, le code JavaScript au complet, nous n'allons pas l'écrire ici parce que ce n'est pas du tout pratique. Donc, nous allons voir par la suite ça, il ne faut pas s'affoler.
Donc, on continue avec la présentation. Maintenant, comment écrire les fonctions en JavaScript? Bah, c'est assez simple. La déclaration va s'effectuer à l'aide de mots-clés, du mot-clé function, où les instructions sont délimitées par des accolades. Donc, vous voyez ici l'accolade ouvrante, l'accolade fermante, et à l'intérieur, bien sûr, il faut écrire les instructions qui représentent la fonction. Il ne faut pas oublier de donner un nom à votre fonction, parce que function ici, ça c'est un mot clé qui va permettre à la machine virtuelle de comprendre que ce qui va venir après, c'est la déclaration, la définition d'une fonction. La présence du mot-clé return signifie le retour de résultat. Donc, si vous ne mettez pas return, ça veut dire qu'il n'y a pas de résultat qui sera retourné. Si vous mettez return, ça veut dire qu'il y aura un résultat qui sera retourné. Le type des paramètres, par exemple ici, paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3, et du résultat qui sera retourné sera déduit automatiquement par l'interpréteur. C'est-à-dire ce n'est pas à vous de préciser le type de vos paramètres. Par exemple, ici, j'ai ma fonction entre parenthèses x, y. Je n'ai pas à définir le type de x, le type de y et le type de z qui sera retourné. Donc tout ça, ça va être déduit automatiquement par l'interpréteur. Et je répète encore, l'interpréteur dans ce cas, c'est la machine virtuelle du navigateur client. Donc il y a un petit exemple, nous allons essayer de le voir. Il est quand même assez important l'exemple. Hein. Nous allons peut-être pas tout voir, juste une partie. Hein. Nous étions avec, ok, donc la déclaration d'une fonction. Donc, pour déclarer une fonction, donc c'est assez simple. Si je veux appeler la fonction, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette fonction, je vais l'écrire ici. Hein. Voilà, ma fonction, elle est définie. Si je veux l'appeler maintenant, ma fonction, pardon, donc je vais lui donner des valeurs. Par exemple, je peux lui donner x, y. Hein. Donc x, y. Ok, c'est 10,5 fois 0,5. Ok, ça va me retourner 5,25. Je peux lui passer d'autres paramètres, par exemple 10,2, ça va me donner 20, etc. Donc j'espère que vous avez compris le principe, il est assez simple. Donc ma fonction est une fonction assez simple qui permet de multiplier x, y et de retourner le résultat. Voilà, tout simplement. Je peux par exemple modifier la fonction, au lieu de qu'elle me fait la multiplication, elle va me faire l'addition par exemple. Hein. Et j'essaie de refaire le même test. Non. C'est pas ça. Donc j'écris ma fonction, voilà. Et je mettrai 10,5, par exemple 6. Voilà, le résultat est 16,5. Donc je crois que c'est assez simple hein, et il n'y a rien de difficile avec la déclaration des fonctions en JavaScript. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le mot-clé function, bien sûr. Ensuite, vous mettez le nom de votre fonction et entre parenthèses, vous mettez les variables si jamais, pardon, les paramètres si jamais vous en avez besoin pour l'exécution de votre fonction. Et l'accolade ouvrante, l'accolade fermante et à l'intérieur, toutes les instructions nécessaires pour l'exécution de la fonction. Si jamais vous avez un résultat qui doit être retourné, ne pas oublier le mot-clé return. Maintenant pour l'instruction conditionnelle, if-else, que vous connaissez très bien. Et j'invite les personnes qui ne connaissent pas un petit peu d'algorithmique et de programmation basique, par exemple au langage C, d'aller faire une petite recherche pour pouvoir suivre cette présentation, cette vidéo. Donc ici l'instruction conditionnelle if-else, donc j'ai par exemple ici une variable x que je vais initialiser avec 10, la valeur entière, et je suis en train de tester si x est supérieur à 0, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler alerte, donc c'est une fonction qui va me permettre d'afficher un petit message en indiquant le nombre est supérieur à 0. Else, le nombre est inférieur ou égal
à 0. Donc ça c'est assez simple. Si vous voulez, on peut faire un petit test ici. Par exemple, je vais mettre par exemple var, on va dire moyenne hein, égale non pas 10, nous allons mettre 18,25. If moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler window par exemple. Si vous n'appelez pas l'objet window, vous avez la possibilité de mettre directement alerte, alerte et entre parenthèses, entre guillemets, je vais mettre admis par exemple. Point virgule, else, sinon ça veut dire qu'il est recalé ou non admis. Cool. Voilà. Donc, vous voyez, ça m'a affiché dans une fenêtre pop-up. On appelle ça une fenêtre pop-up admis directement. Et je peux mettre ça au niveau d'une fonction. Par exemple, je vais écrire function. Le nom de la fonction, je vais mettre admis. Bon, je vais mettre admis or not. OK. J'ai besoin de quoi? De la moyenne, par exemple. Et là, je vais mettre les instructions. Ensuite, si je veux appeler cette fonction, donc je lui donne par exemple 15,5 de moyenne. Et ça va m'afficher admis. J'espère que vous aurez tous une très bonne moyenne. Si je mets par exemple, ce que je pourrais mettre 0,5, donc ça va m'afficher non admis. Donc vous voyez un petit peu comment on peut utiliser tout ça, c'est-à-dire les instructions conditionnelles et en même temps mettre ça ou injecter ça dans une fonction que vous allez déclarer. C'est assez simple. Maintenant pour les boucles, c'est pratiquement la même chose que le langage C avec quelques petites différences. Par exemple ici, j'ai personne qui est une variable de type objet. Comment je reconnais ça? Tout simplement, il y a les accolades ici et à l'intérieur, il y a le nom du champ nom que j'initialise avec cette chaîne de caractères, le champ prénom que j'initialise avec cette chaîne aussi et le champ ou l'attribut age ou âge tout court que j'initialise avec cet entier. Ensuite, là, j'ai une variable texte qui est initialisée avec une chaîne vide. Je déclare x, mais elle n'a pas du tout de valeur initiale. Ensuite, j'ai for x in person. Ça veut dire x, ça va prendre l'attribut nom. Dans ce cas, d'après ce que je suis en train de voir, ça va pas prendre l'attribut nom, mais l'objet personne, ça va être parcouru comme étant un tableau. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on aura? X in person, donc personne. Non, X. Ben, pour être sûr, pour ne pas vous dire une bêtise, nous allons faire un test. J'ai le code ici. Si je ne l'ai pas, je vais l'écrire. Non, je l'ai, oui. Donc, je vais le copier. Voilà. Je vais aller au niveau de la console. Et je vais l'exécuter. Donc, déjà, il me dit qu'il y a une erreur. OK, peut-être c'est vrai, peut-être que non. Donc, tout d'abord, je vais déclarer l'objet. Je vais essayer de l'afficher. OK. Ensuite, j'ai var texte que j'ai initialisé avec une chaîne vide. OK. J'ai var y. Ensuite, j'ai for x in person, ou person plutôt. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Texte. Donc, je copie-colle ici. Donc, texte reçoit texte
Et reçoit quoi? À chaque fois, le texte a été initialisé. Ah, bah ici, c'est texte, ce n'est pas test. Donc, ça va me faire une petite erreur. Donc, je suis obligé de modifier ici aussi test. Hein. Test reçoit à chaque fois personne X. J'ai envie d'afficher le X si jamais il ne me pose pas d'erreur. OK. Très bien. Et si jamais on essaie d'afficher test, OK. Donc ici, X in person, X in personne. Donc X, c'est pas un indice, mais comme je vous l'ai dit au début, il prend la valeur de l'attribut à chaque fois. Donc une fois X va être égal à non, et donc nous allons faire dans la boucle, hein, personne entre crochets, la chaîne non. Une fois, nous allons mettre personne entre crochets âge, par exemple. Ça va me retourner 21. Et une fois, nous allons mettre personne entre crochets prénom, je crois. Oui, prénom. D'accord? Donc, je reviens ici pour mieux vous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici au niveau de cette ligne-là? Donc, nous allons initialiser personne avec l'objet qui est composé du nom, qui a la valeur Bendali, de l'attribut prénom qui a la valeur Ahmed et de l'attribut l'âge ou la propriété âge qui a la valeur 21. Ensuite, ici, je suis en train d'initialiser la variable texte avec une chaîne vide. Je déclare X sans préciser de valeur initiale et ensuite, j'ai une boucle for X in personne. Ça veut dire X va prendre une fois nom, une fois personne, une fois âge et à chaque fois, je suis en train de récupérer la valeur du champ. Une fois nom, une fois personne, prénom, une fois âge. Et à chaque fois, je concatène ça avec le contenu de texte. Ici, il y a aussi une erreur. C'est pas texte avec E. Si je mets ici texte avec E, je dois mettre ici la même chose. Hein. D'accord? Et normalement, ça devrait marcher. Donc ici, il y a une erreur. Hein. En fait, il manque ici un E. Soit vous mettez ici un E, soit vous le supprimez. Vous supprimez aussi le E à ce niveau-là. Une variante de for est la boucle for. Ça y est, on l'a vu. Donc cette dernière parcourt un objet. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la boucle for in. Attendez, juste une petite seconde. Voilà. Ok. D'accord. Donc, il y a aussi la possibilité, est-ce que si on met personne, ça c'est pas la même chose, ça va nous dire undefined. Donc, il y a la boucle for classique que nous avons l'habitude d'utiliser en C, par exemple. Donc, essayez de suivre, s'il vous plaît, cet exemple-là. Donc, j'ai ici une variable i. Elle n'a pas de valeur initiale. J'ai texte qui reçoit une chaîne vide. Et ensuite, j'ai la boucle for i égale à 0. Donc, ça va commencer de 0. Tant que i est inférieur à 10, je vais faire i++. Je vais l'incrémenter à chaque itération. Et qu'est-ce que je vais affecter à texte? Je vais la concaténer avec sa valeur. Et je vais lui ajouter le nombre et plus i et je vais mettre ici un BR. Donc le code qui va être retourné, c'est ça, hein, il y a des BR, mais en fait le navigateur par la suite, lui, ne va pas afficher BR, mais il va interpréter ces BR, il va sauter la ligne. Donc on aura le nombre est 0, le nombre est 1, le nombre est 2, etc. Donc ça, c'est la variante classique de la boucle for qu'on a l'habitude d'utiliser en langage C. Si vous êtes en train de manipuler un objet, par exemple, plutôt une variable de type objet comme ici, au niveau de cette ligne-là, donc vous avez la possibilité d'utiliser for x in le nom de la variable, et donc x va prendre non pas un indice 0, 1, 2, 3, etc., mais plutôt il va prendre à chaque itération le nom de l'attribut. Une fois, il va prendre nom, ensuite, il va prendre prénom, âge, et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée.
une autre boucle, une autre variante qui est la boucle while. Donc, répète l'exécution d'une partie du code tant que la condition est vraie. Et vous connaissez très très bien cette boucle. Donc ici, j'ai une variable i qui va être initialisée à 0. Ensuite, j'ai une autre variable texte toujours qui va être initialisée avec une chaîne de caractères. Et j'ai le mot-clé while et une condition. Tant que cette condition elle est vérifiée, je vais continuer à boucler. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À chaque fois, je concatène, donc plus égal, puisque c'est une chaîne de caractères. C'est-à-dire, je ne vais pas additionner, je ne vais pas faire l'addition, mais je vais concaténer, je vais rajouter ce texte-là dans le texte. À chaque fois, je rajoute. Qu'est-ce que je rajoute? Le texte ou la chaîne de caractères suivante, le nombre est plus la valeur de i plus une chaîne qui est la balise BR qui me permettra de sauter la ligne au niveau du rendu visuel de la page web. Et bien sûr, il ne faut pas oublier dans ce cas-là d'incrémenter votre compteur. Le compteur ici, c'est la variable i. Dès que ce compteur ou cette variable i est égale à 10, donc la condition ne sera plus vérifiée et donc nous allons sortir de cette boucle. Et la question que je vous pose maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous afficher cette boucle? J'espère que vous avez trouvé la réponse. Ben, c'est simple, elle va nous afficher le nombre est 0, ensuite le nombre est 1, 2, 3, jusqu'à 9 ou 10. Jusqu'à 9. Et nous allons voir le résultat ensemble. Donc je vais récupérer le code qui est là. Et je vais l'exécuter directement au niveau de la console. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que normalement par la suite, là, je suis au niveau de la console. Par la suite, nous n'allons pas faire l'exécution de cette façon-là. Hein. Nous allons mettre le script. Plutôt, nous allons appeler le script à partir d'une page HTML. Et donc, ce code-là, il va être à ce niveau-là. Il sera complètement interprété par le navigateur. Et tous ces BR-là vont être remplacés par des sauts. Et donc, vous remarquez ici, donc on a affiché le nombre est 0, 1, 2, 3, jusqu'à le dernier qui est 9 et non pas 10. Tout simplement parce que lorsque j'ai copié la mauvaise partie du script, pardon, encore une fois, donc normalement c'est là qu'il fallait tester. Voilà, et on teste et vous remarquez que ça nous affiche... je vais afficher texte. Donc, regardez, c'est 9. Le nombre est 9. C'était le dernier, la dernière chaîne de caractères qui va être concaténée à texte. Bien sûr, à chaque fois, texte, il commence avec une chaîne vide. Par la suite, première itération, premier passage, donc il contiendra le nombre et 1, BR. Ensuite, deuxième passage, deuxième itération, il contiendra le nombre est 1 BR et le nombre est 2 BR et ainsi de suite. À la fin, c'est-à-dire dès qu'on sort de cette boucle, donc il contiendra toute cette chaîne que vous voyez ici. Une autre variante de la boucle while, c'est la boucle do while. Il y a une petite différence entre les deux, donc il faudra faire attention. La deuxième variante do while, donc elle va s'exécuter au moins une fois avant même d'évaluer la condition, contrairement à la première variante qui est while. While, on ne sait pas du tout, il n'y a aucune garantie que la boucle, elle va s'exécuter au moins une fois. Tout simplement parce qu'il se peut qu'ici, j'initialise i avec 10 et donc 10 n'est pas inférieur à 10, donc nous n'allons pas du tout entrer dans la boucle. Par contre ici, peu importe la valeur de i, vous allez au moins exécuter une fois votre boucle, puisque la condition d'arrêt, elle est à la fin et non pas au début. Donc il faut vraiment faire attention quand vous utilisez do while, il ne faut pas oublier que vous allez exécuter au moins une fois votre boucle. Maintenant, nous allons attaquer les choses un petit peu plus sérieuses. Objet de la fenêtre. Donc, JavaScript est un langage côté client. Donc, il va s'exécuter au niveau des navigateurs des visiteurs. Pour JavaScript, plusieurs objets constituent la fenêtre du navigateur, c'est-à-dire l'objet window. En fait, il y a un objet qui est prédéfini qu'on appelle l'objet window au niveau de JavaScript. Il représente le navigateur du client ou la fenêtre d'affichage qui va permettre d'afficher la page qui a été chargée.
Bah, en fait, JavaScript définit encore pour cet objet window plusieurs objets qui constituent différents aspects de la fenêtre. Donc vous allez avoir, plutôt nous allons avoir l'objet location, donc il va procurer des informations sur l'URL de la page visitée. Nous avons historique qui représente l'historique du navigateur. Nous avons navigateur qui regroupe des informations sur le navigateur lui-même. Et nous avons pop-up pour interagir avec les utilisateurs. Et nous avons aussi l'objet document. Bon, en fait, pour pop-up, c'est pas réellement un objet. Nous allons pouvoir utiliser les pop-up, c'est-à-dire les différentes, comment on appelle ça? Je crois les fenêtres d'affichage pour les messages. Donc, nous allons utiliser ça via directement des méthodes qui sont définies dans l'objet window. Donc, nous allons voir alerte, confirme, etc. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir des exemples par la suite. Pour le dernier objet, document, il est très important. Donc, en fait, il représente une arborescence de tous les éléments HTML qui sont prédéfinis dans la page HTML ou la page web. Et donc, à travers document, nous allons pouvoir déplacer les éléments, leur changer de parent, par exemple, définir de nouveaux éléments HTML, supprimer certains si jamais il y a le besoin, etc. Donc nous allons commencer, nous allons voir tous ces objets-là, donc il ne faut pas s'inquiéter, je vais essayer d'être le plus simple possible et de vous donner que l'essentiel pour pouvoir démarrer rapidement l'écriture de vos codes JavaScript. Donc le premier objet, c'est location. Donc l'objet procure des informations sur l'URL de la page visitée, telles que l'adresse, le numéro de port, le protocole, etc. Donc voici un tableau qui résume. Je dis bien résume parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que ce contient ce tableau. Mais moi, j'ai essayé de vous donner que l'essentiel. Voilà. Donc il y a par exemple href. Donc ça, c'est une propriété qui va retourner l'URL de la page visitée. Vous avez hostname qui va vous donner le domain name de la page. Vous avez le pathname qui va vous donner le chemin et le nom du fichier de la page visitée. Vous avez protocole qui va afficher le protocole. Vous avez une méthode assign. Elle va charger une nouvelle page, c'est-à-dire elle va rediriger le visiteur vers une autre URL. Et voici un petit exemple. Par exemple, la première instruction, c'est texte et on va concaténer. Vous avez plus égal. Je vais concaténer. La variable texte contient quelque chose et moi, je vais rajouter encore autre chose. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? Hostname, la chaîne de caractères, plus location.hostname. Donc, je vais ajouter le domain name. Ensuite, je vais ajouter le pathname par exemple, location.pathname. Ensuite, le protocole, location.protocol. Et à chaque fois, je saute la ligne, bien sûr. Et à la fin, je vais appeler la méthode assign, location.assign, et elle va me rediriger vers un autre URL. Donc, nous allons voir l'exemple en détail au niveau de mon VS Code. Donc, c'est la page JS4. Donc, qu'est-ce qu'elle contient, cette page-là? Donc, rien de très méchant, je vais dire ça comme ça. Donc, il y a l'entête ici, OK. Ensuite, dans body, qu'est-ce que j'ai? J'ai un paragraphe. Il est vide, le paragraphe. Peut-être que je vais m'en servir pour d'autres exemples par la suite. Ensuite, j'ai un input. Donc, c'est un bouton propriété de location. De location. Quand je clique sur ce bouton-là, je vais exécuter show properties. Show properties, c'est défini dans ce script-là. Et vous remarquez ici que le script, pour cet exemple, il est interne, il est placé juste avant /body, c'est-à-dire à la fin. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire cette fonction show properties? Donc, il y a la première instruction, je déclare objet, donc c'est document.getElementById. Nous allons voir ça par la suite, il ne faut pas s'inquiéter. Moi, je l'utilise, j'ai compris maintenant l'exemple.
Donc, je l'utilise pour pouvoir ajouter les propriétés ici au niveau de cet élément HTML. Le plus important pour vous, c'est ça. Pour l'instant, bien sûr. Ces textes reçoivent URL de points et là, j'ai location.href. Ensuite, je rajoute à texte cette variable hostname location.hostname, ensuite le pathname location.pathname et le protocole utilisé. Et par la suite, il y a un autre bouton qui est aller à. On clique go to. Et là, j'ai la fonction go to. Qu'est-ce que je fais? Je mets location.assign et je donne une URL. Normalement, lorsque je vais cliquer là-dessus, je vais être envoyé vers cette URL. Donc, nous allons faire un petit test de ce code-là. Donc, je vais afficher l'inspecteur pour voir si jamais il y a des erreurs ici. Donc, à chaque fois quand moi j'ai pris l'habitude quand j'ai du code JavaScript au niveau de mes pages web ou pages HTML. Donc, il ne faut pas hésiter de jeter un coup d'œil lorsque vous testez la page au niveau de la console. Comme ça, si jamais il y a des erreurs au niveau du code JavaScript, vous allez remarquer ça ici au niveau de la console. Par exemple, le point là, propriété de location. Quand je clique ici normalement, d'après le code qui est là, quand je clique sur le bouton qui a la valeur propriété de location, donc c'est show properties qui va être exécuté. Donc je reviens ici. Voilà, show properties, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Avant le bouton, elle va m'injecter ici au niveau de ce paragraphe qui est vide pour l'instant. Donc elle va m'injecter quoi? La variable texte. Donc l'instruction qui permet d'injecter le texte ici dans l'élément P, c'est cette instruction que nous aurons l'occasion par la suite de la voir en détail. Hein. Donc ce qui m'importe moi, c'est ça. Donc on va m'injecter l'URL, le hostname, le pathname et protocole. Donc regarde, l'URL, c'est ce que j'ai ici, c'est ça l'URL. Ok. Ensuite, le hostname, ça c'est le domain name. Le pathname, ça c'est ce qui vient après le domain name et le numéro de port. Et le protocole utilisé, c'est HTTP. OK? Si je veux refaire la même chose au niveau de la console, c'est assez simple. Hein? Je vais mettre location. Déjà, il connaît l'objet. Ensuite, il me donne plusieurs propriétés. Bien sûr, moi, je ne vous ai pas détaillé tout ça parce que je me suis focalisé sur les plus importantes propriétés. Par exemple, port. Donc ici, il m'affiche 5500. C'est le numéro de port utilisé. Si je mets location. Par exemple, host, non pas hostname. Donc, host, donc il va m'afficher domain name ainsi que le numéro de port. Si je mets hostname, il va m'afficher que le domain name. Si je mets location.pathname, donc il va m'afficher le chemin complet ainsi que le nom du fichier. Ici, le chemin complet, c'est juste le slash. Mais si, par exemple, page underscore js.html était dans un autre répertoire, normalement, vous devrez ici apercevoir cet répertoire. Par exemple, si j'écris location. Je ne sais pas, .protocole, par exemple, regardez, c'est HTTP, le protocole qui est utilisé. Maintenant, si je veux aller vers une autre URL, si je clique ici, c'est cette instruction-là. Attendez, ce bouton, c'est ce bouton-là. Donc, on clique, c'est-à-dire, vous êtes en train de dire au navigateur, c'est-à-dire, si le client clique sur ce bouton, exécute-moi ça. Ici, il manque peut-être un point virgule pour être logique et correct. Donc, il va exécuter goTo. goTo, c'est quoi? C'est une fonction simple qui contient une seule instruction, c'est location.assign avec une certaine URL. Donc, si je clique ici, je vais être envoyé vers cette page-là. OK? Si je veux, par exemple, m'en revenir à ma page, je peux faire, par exemple, location.
assign et je donne mon URL. Je pense que c'était quoi? 127.0.0.1 2.5500 slash page. Je me souviens plus. C'était, je crois, js4.html. Nous allons faire un test. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Attendez. Attendez. Ok, je copie juste ça. Je reviens ici. Et je refais le test. Location.assign. Pardon, oui, j'avais oublié les guillemets. Hein. Donc j'avais les guillemets, c'est pour ça qu'il m'avait sorti ça. Hein. Donc normalement, là, je suis au niveau de cette URL, www.w3schools.com. Donc là, je veux repartir. Je vais agrandir un petit peu. Donc je veux repartir vers cette URL. Et me revoilà ici au niveau de ma page underscore JS4. OK? Donc j'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'on peut faire avec l'objet location. C'est vraiment assez simple. Donc il ne faut pas hésiter à tester, à retester, hein, à commettre des erreurs. C'est grâce aux erreurs que vous allez apprendre. Maintenant, l'objet history. Donc, il représente l'historique du navigateur, ce qui permet l'accès aux URL précédentes et suivantes. Un tableau assez résumé qui contient que l'essentiel qui va vous permettre, je répète une fois, de commencer rapidement sans vous attarder sur le détail du détail. Donc, pour commencer, vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez commencer avec ce que je vous présente ici. Ça va suffire largement à atteindre déjà un très bon niveau. Donc ici, par exemple, j'ai des méthodes. Ici, ce n'est pas des propriétés. J'ai back, forward and go. Donc back retourne à l'URL précédente. Forward, aller à l'URL suivante. Et go accède à l'URL en indiquant la position de la page dans l'historique. Go. -1, donc c'est similaire à back, donc ça va revenir en arrière d'un seul pas, un seul step. Go 1, donc ça va avancer d'un pas, donc c'est équivalent à forward. Si vous mettez go 2, ça va plutôt avancer 2 fois. Donc pour pouvoir exécuter ça, c'est simple, hein, vous avez juste à invoquer le nom de l'objet history.back, la méthode, ou bien history.go et entre parenthèses 1 par exemple. Donc il y a un petit exemple ici. Hein. Donc nous allons voir qu'est-ce que j'ai mis dans l'exemple. Toujours c'est pratiquement la même chose. J'ai ici un paragraphe bien qu'il ne me sert pas à grand chose dans cet exemple. J'ai deux boutons ici. Donc précédent, suivant. Quand je clique sur le bouton précédent, ça va me revenir en arrière, go back. Suivant, go forward. C'est assez simple. Et qu'est-ce qu'il y a dans go back? C'est une fonction que j'ai définie. Donc il y a history.back. Donc je vais revenir en arrière et go forward, j'ai mis go 1. Donc par exemple ici, je pouvais à la place mettre par exemple history go -1. Donc c'est la même chose. Hein. Donc nous allons faire un petit test de ça. Si je clique sur précédent, bien sûr, ici, il n'y a rien qui va se passer. Sur suivant, parce que je viens de charger cette page, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'historique, il n'y a ni précédent ni suivant. Et vous voyez, même au niveau du navigateur, les deux boutons ne sont pas affichés. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux aller, par exemple, on va aller vers comme. Là, mon historique, il commence à se remplir. Donc, j'ai le bouton précédent. Donc, je vais aller encore sur un autre site. Je ne sais pas vers quoi je vais aller. Exemple, voilà, il y a identity.dz. Hein. Ça marche pas, ça marche, oui. Non sécurisé. Ok, peu importe.
Et je vais revenir là, ici. Précédent, je n'ai toujours pas parce que avant cette URL, je n'ai pas accédé à une autre. Donc, par contre, pour suivant, quand je clique ici, je vais aller vers google.com. Si je reviens ici, j'ai toujours pas de précédent. Mais par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça, je vais mettre www, voilà, .google, et je vais aller ici. Ensuite, je vais changer, je vais aller vers ma page. Là, maintenant, j'ai un historique vers le passé précédent. Et si je clique ici, ça va m'envoyer vers www.google.com. Bon, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, c'est assez simple, hein. Donc, en fait, History va remplacer les deux flèches ou les deux boutons que vous avez ici, précédent et suivant. Donc, si vous voulez revenir en arrière, donc vous avez history.back, la méthode back. Si vous voulez aller vers l'avant ou suivant, donc vous avez history.forward. Et vous avez Go qui permet de faire les deux, mais avec un petit peu plus. Parce qu'il y a la possibilité de définir ici un entier et l'entier représentera le pas avec lequel vous allez avancer dans le temps. Si vous avez un pas qui est positif, donc vous allez aller vers les pages suivantes. Si vous avez un pas qui est négatif, donc vous allez aller vers les pages précédentes. Si je mets par exemple Go 1, je vais aller vers la page suivante. Si je mets Go 2, je vais aller vers la page suivante. J'espère que vous avez compris l'idée. Normalement, ce n'est pas assez difficile. Maintenant, nous allons continuer. Donc, notre objet qui est prédéfini, c'est l'objet navigateur. Donc, il regroupe des informations sur le navigateur du visiteur. Voici un tableau qui résume un petit peu quelques propriétés que nous allons voir avec un exemple. Nous avons par exemple la propriété AppName, donc qui permet de retourner le nom du navigateur, AppVersion, la version, Platform, la plateforme du navigateur ou bien le système d'exploitation, et Language, la langue utilisée ou que vous avez programmée au niveau de votre navigateur. Donc un exemple très simple, j'ai ici navigateur.appName, navigateur.appversion, navigateur.platform et navigateur.language. Et à chaque fois, dans cet exemple, à chaque fois, je vais concaténer ces informations retournées au niveau d'une variable texte que je vais afficher par la suite. Donc, nous allons voir l'exemple tout de suite, hein. Il est assez simple l'exemple, hein. Donc, j'ai ici un script interne, il est placé juste à la fin du document HTML, c'est-à-dire juste avant /body. Et vous voyez, à chaque fois, j'appelle navigateur et les différentes propriétés. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? La variable contenu de la variable texte, je le mets ici au niveau d'un paragraphe. Donc, si j'exécute ça, et au moment où il n'y a ni bouton ni rien, directement, je vais avoir ces informations qui vont être affichées. Regardez ici, par exemple, navigateur, c'est Netscape. Donc, parce que j'utilise ici un Firefox Mozilla, je ne sais pas pourquoi il me donne Netscape. Peut-être que c'est eux qui ont racheté Netscape. Bon, vous pouvez faire une petite recherche si vous êtes intéressé pourquoi il nous affiche Netscape. Et là, ici, c'est la version 5.0 pour Windows. La plateforme utilisée, c'est Windows 32. Et la langue par défaut du navigateur, par exemple, c'est FR. Si je veux refaire la même chose au niveau de la console, bah, c'est assez simple. Vous démarrez votre console, vous allez ici et vous tapez par exemple, non pas History, mais navigator. Et vous mettez par exemple App Version. Et voilà ce qui nous a affiché la version. Voilà. Si vous mettez par exemple navigateur.language, donc il va nous afficher un tableau qui contient toutes les langues qui sont déjà prédéfinies au niveau du navigateur. Donc il y a français, français, anglais américain et anglais. Donc voilà, donc bien sûr, moi je n'ai pas détaillé toutes les propriétés, il y en a énormément.
Certaines ne sont pas très intéressantes pour débuter, donc je vous conseille de ne pas trop voir de propriétés au début et en plus c'est que navigateur c'est pas un objet qu'on va tout le temps utiliser lorsqu'on souhaite faire du développement web. Donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment voulu aborder trop de propriétés. Donc ça c'était pour l'objet navigator. Maintenant, JavaScript dispose aussi de trois types de boîtes de dialogue communément appelées ou dites pop-up. Donc, nous avons la première boîte de dialogue alerte, confirme et prompter. Donc, ce sont en fait trois méthodes qu'on va appeler via l'objet window. Donc, alerte affiche un message d'information ou signale une erreur. Donc, nous allons transmettre un message au visiteur. Et donc, bien sûr, il aura une petite fenêtre, une boîte de dialogue qui va s'afficher. Il sera obligé de cliquer sur OK pour faire disparaître la boîte de dialogue et continuer sa navigation. Nous avons confirme, affiche une boîte de dialogue de confirmation. Généralement, cette méthode ou cette boîte de dialogue, elle est utilisée afin de prendre l'avis ou le choix de l'utilisateur. Et donc, sur la boîte de dialogue, il y aura deux boutons, par exemple oui et non. Et en fonction de ce que l'utilisateur va, sur quel bouton il va cliquer, nous allons récupérer cette information et on fera le traitement nécessaire derrière. Nous avons ici la boîte de dialogue prompt, donc elle permet de récupérer ce que l'utilisateur va nous transmettre comme données et nous allons voir bien sûr des exemples de chaque boîte de dialogue ou de chaque méthode. Par exemple, si je souhaite afficher un message d'information, d'alerte ou d'avertissement, donc j'utiliserai la méthode alerte. Donc soit vous appelez directement alerte, soit vous mettez window.alert. Window et non pas Windows, le système d'exploitation. Donc alerte et entre parenthèses, bien sûr, c'est une fonction. Donc vous mettez la chaîne de caractères qui sera affichée à l'utilisateur. Par exemple, si je veux utiliser une boîte de dialogue confirme, donc à ce moment-là, l'utilisateur il aura deux choix à faire, par exemple entre oui et non, ou bien OK et cancel. Et donc, on peut récupérer ça. Comment on récupère? C'est simple. On va invoquer la méthode confirme avec la chaîne de caractères qui sera affichée à l'utilisateur. Donc, si cette méthode ne retourne true, ça veut dire que l'utilisateur il a cliqué sur OK ou bien oui. Si ça ne retourne false, ça veut dire qu'il a appuyé sur cancel. Donc, nous allons voir un petit exemple. Donc voici l'exemple, j'ai toujours un script juste avant /body, il est interne, j'ai trois boutons, j'ai un titre H2 et ensuite trois inputs type button. Donc le premier par exemple il a la valeur alert, donc je vais appeler geoAlert, c'est une fonction que je définis après. Confirm va appeler geoConfirm si on clique dessus et le dernier bouton quand on clique dessus, il va appeler la fonction goPrompt. Normalement ici, pour être un petit peu plus logique, normalement, si je ne veux pas avoir d'erreur, je vais en mettre ici. Voilà. Et là, geoAlert. Donc ça permet d'afficher. Je pouvais faire ici par exemple window.alert. OK. Donc window.alert, ceci est une boîte de dialogue alerte. Pour confirme, là, qu'est-ce que je fais? Confirme, j'affiche la chaîne de caractères ou le message, appuyer un bouton. Si ça me retourne true, c'est-à-dire quand le client ou plutôt le visiteur va appuyer sur un des deux boutons. S'il appuie sur le bouton true ou bien OK, c'est-à-dire il confirme quelque chose, donc je vais confirme, la méthode va me retourner true. Et par la suite, ici au niveau de if, le bloc if, donc j'ai la possibilité de lancer le traitement que je souhaite. Par contre, si ce n'est pas true, donc au niveau de else, je lance le traitement que j'effectue. Moi, je ne fais rien de particulier, j'affecte à une variable texte un message et le message il sera par la suite affiché. Pour goPrompt, donc
qu'est-ce que je fais? J'appelle la méthode prompt avec un message. D'accord? Donc, s'il vous plaît, entrez votre nom, deux points et virgule. Là, je donne une valeur par défaut pour le champ que je vais mettre à la disposition du client pour qu'il puisse entrer son nom, par exemple. Maintenant, si le nom il est égal à nul ou bien s'il est vide, qu'est-ce que je mettrai? L'utilisateur a annulé la saisie. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si c'est différent de nul et différent de chaîne vide, à ce moment-là, je dis que salut et personne, plus personne, concaténé avec personne. Et personne, normalement, doit contenir ce que l'utilisateur va saisir. Donc, pour mieux comprendre, nous allons faire un petit test. Voilà, donc j'ai trois boutons. Le premier permet d'afficher une boîte de dialogue alerte, donc assez simple. Il n'y a que le bouton OK. Donc l'utilisateur, s'il souhaite continuer sa visite de la page web, il est obligé de cliquer sur OK. Donc on utilise ce type de boîte de dialogue pour informer l'utilisateur de quelque chose de particulier, pour l'informer de ses droits, pour lui lancer un message d'alerte, etc. Tout dépendra de vos besoins, bien sûr. Le deuxième, boîte de dialogue confirme. Donc, avec un petit message, et l'utilisateur il a la possibilité d'appuyer sur OK ou bien annuler. Donc, s'il appuie sur OK, donc la méthode confirme va nous retourner au niveau du script ici, va nous retourner true. Si ce n'est pas le cas, elle va nous retourner false. Donc, si j'appuie sur annuler, vous avez appuyé cancel. Comment on a pu afficher ce message? C'est grâce à cette instruction else. Si ce n'est pas égal à true, alors texte recevra, vous avez appuyé cancel. Et bien sûr, la dernière instruction 26 permet d'injecter ça au niveau de la page web. Prompt, là, vous avez un petit message, une chaîne de caractères qui va s'afficher avec une zone de saisie. Par exemple, je ne sais pas ce que je vais écrire. Par exemple, Mohamed comme nom. Et je vais appuyer sur OK. Il me dit que salut Mohamed, ça va bien? Si je n'ai pas, si je ne saisis absolument rien et je mettrai OK, l'utilisateur a annulé la saisie. En fait, tout ça est détecté à ce niveau-là parce que prompt permet de retourner dans une variable qui sera type chaîne de caractères, une chaîne de caractères et ça correspond à ce que l'utilisateur il a saisi. Par la suite, moi, par exemple, ici au niveau de la ligne 31, je suis en train de tester est-ce que cette variable est égale à nul ou bien est-ce que la variable est égale à lui ou elle est égale à une chaîne vide? Si c'est le cas, je vais afficher le message suivant. L'utilisateur a annulé la saisie. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est différent de nul ou bien c'est différent d'une chaîne vide. À ce moment-là, je vais afficher le message suivant. Salut, le nom que l'utilisateur vient de saisir. Ça va bien. Normalement, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de difficulté à l'utilisation de ces boîtes de dialogue. Donc, je vous invite vivement à faire des tests, à modifier ce que vous voulez au niveau des exemples que je vous ai montrés. C'est comme ça que vous allez mieux apprendre. Maintenant, le DOM, ou bien l'objet document. Donc, une fois la page web chargée par le navigateur, ce dernier crée un modèle appelé DOM, Document Object Model. Donc, le DOM, c'est quoi en fin de compte? C'est une arborescence. Arborescence de quoi? D'objets représentant la page HTML. Si on regarde en détail, regarde. Il y a Document, ensuite il y a HTML, la balise HTML, ensuite il y a le head. Qu'est-ce qu'il y a dans le head? Il y a Title par exemple. Voici le titre. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc voici le titre qui est ou la chaîne de caractères qui est placée au niveau de title. S'il y avait par exemple des balises méta, on pourrait aussi les voir. Ensuite pour body, même chose. Il y a par exemple une balise H1 puisque body contient une balise H1. Il y a la balise P, etc. Et avec les chaînes de caractères qui sont incluses dans chacune des balises. Donc l'objet document, il va pointer vers cette arborescence, l'arborescence qui représente votre page HTML. Et donc, via document, nous allons pouvoir parcourir tout le
toute la page, tout le corps de la page ainsi que l'entête, et nous allons pouvoir modifier ce qu'on souhaite. Nous allons pouvoir par exemple supprimer ce titre de niveau 1, rajouter un autre titre de niveau 2, modifier le contenu de ce paragraphe, changer l'apparence du paragraphe, changer la mise en comment dirais-je, la mise en page des éléments, leur position, etc., etc. Donc, comme je viens de le préciser, chaque nœud de l'arbre présente un élément et nous allons pouvoir effectuer énormément d'opérations dessus. Donc, à quoi sert le DOM? Donc, ça résume un petit peu, hein. Donc, c'est via ce DOM que JavaScript interagit avec la page afin de modifier les éléments HTML, modifier leurs attributs, modifier leur style interne, supprimer des éléments ainsi que leurs attributs, ajouter de nouveaux éléments, intercepter les événements, définir de nouveaux événements et plein d'autres choses. Il faut commencer par quelque chose. Comment retrouver un élément dans cette arborescence? Nous n'allons pas parcourir nous-mêmes l'arborescence, mais par contre, nous allons utiliser un ensemble de méthodes prédéfinies dans l'objet document. Donc, la page HTML est représentée par l'objet document qui est la racine de l'arborescence des objets. 4 méthodes permettent la recherche d'un élément HTML au sein de la page. Il n'y en a pas que ces 4 méthodes. En fait, moi, j'ai résumé, plutôt j'ai sélectionné que 4 pour un début. Donc, il y a document, ça c'est l'objet, point getElementById. Donc, la méthode, c'est getElementById. S'il vous plaît, faites attention à la casse, c'est-à-dire là où il y a une majuscule, il faut écrire une majuscule. Donc, document.getElementById et entre parenthèses, on doit donner un identifiant. Donc, c'est clair que cette méthode va me retourner un objet dont l'identifiant est celui que je lui ai passé. Et bien sûr, la fonction retourne un seul élément. Elle va me retourner un seul élément. Ce sera un objet qui pointe vers l'élément HTML qui a l'identifiant ID. Une autre méthode, c'est getElementsByTagName. getElementsByTagName. Vous remarquez ici elements et non pas element comme précédemment avec getElementById. Ici avec un S, tout simplement parce que cette méthode-là va nous retourner tous les nœuds, tous les éléments HTML de type type. Ici, type, c'est le nom de la balise. Hein. Par exemple, ici, je mettrai P. Donc, ça va me retourner un tableau, en fin de compte, de pointeurs ou d'objets qui pointent vers les éléments P qui se trouvent dans le corps de la page HTML. Donc, la grande différence avec la méthode précédente, c'est que maintenant, je vais avoir un tableau d'éléments. Il faut faire attention. Si je reçois un tableau d'éléments, il faut que vous sachiez que un tableau, donc il aura des index ou des indices allant de 0 jusqu'à 1. Ensuite, troisième méthode, c'est document.getElementsByClassName. Donc, nous allons effectuer ici une recherche par classe, c'est-à-dire nous allons récupérer un tableau d'éléments qui appartiennent à une classe bien particulière. C'est la classe que vous allez définir vous-même ici comme étant un paramètre en argument de la méthode getElementsByClassName. Une dernière méthode que je vous propose, hein, il n'y en a pas que ces 4-là, je répète, il y en a encore d'autres, mais je préfère vous présenter ou vous introduire que ces 4-là pour un début. Donc la quatrième, c'est getElementsByName. Ici, c'est name. Il peut y avoir plusieurs éléments qui ont le même nom. Name, l'attribut name. Donc c'est pourquoi ici, ça va vous retourner un tableau d'éléments et non pas un seul élément comme pour getElementById. Donc il faut retenir que pour getElementById, vous n'allez récupérer qu'un seul élément. Et c'est vraiment logique. Pourquoi? Parce que dans une page HTML, il ne peut y avoir plusieurs éléments qui se partagent le même identifiant. Il faut que l'identifiant soit unique dans toute la page. Donc c'est pour ça ici que
getElementById ne peut pas vous retourner un tableau. Jamais elle ne vous retournera un tableau. Elle vous retournera qu'un seul élément si jamais il existe. S'il n'existe pas, elle ne va pas vous le retourner. Et pour les autres, bien sûr, je peux avoir plusieurs éléments qui appartiennent au même type, c'est-à-dire la même balise P par exemple, le même titre de niveau 2 ou 3 ou je ne sais quoi. Et pour getElementsByClassName, c'est possible en fait pour plusieurs objets d'appartenir à la même classe. Et donc c'est pour ça ici, ça va vous retourner un tableau et non pas un seul élément. Même principe pour getElementsByName, hein. Il se peut que plusieurs éléments HTML aient le même name. L'exemple qui me vient comme ça rapidement en tête, en fait, c'est l'exemple des boutons radio, par exemple. Hein. Quand vous avez un formulaire, vous avez plusieurs boutons radio qui doivent appartenir à au même groupe. Il faut qu'ils aient le même name. Comme ça, l'utilisateur, s'il sélectionne un ou s'il coche un, les autres ne peuvent pas être sélectionnés en même temps. Donc, c'est pour ça ici que ça va nous retourner un tableau, tout simplement. Plusieurs éléments peuvent avoir le même attribut name. Quelques exemples, je crois, ici. Si je ne me trompe pas, hein, ce n'est pas assez clair, mais je préfère passer directement à VS Code. Donc, c'est le fichier 9.js. Je le cherche. Le voici. Et nous allons essayer de le commenter ensemble. Donc, qu'est-ce qui contient ce fichier? Déjà, j'ai omis de mettre un header, je ne sais pas pourquoi. Un head, pardon. Donc, je vais rajouter ici un title. Je vais mettre page JS9 tout court. Hein. Voilà. Ici, j'ai un body et juste avant /body, qu'est-ce que j'ai? J'ai un script. JavaScript, il est interne. Qu'est-ce que j'ai défini ici? Deux fonctions. J'ai ma fonction 1. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc, nous allons essayer de voir. Donc, première instruction, var x reçoit document.getElementsByTagName et entre parenthèses ou comme argument li. Donc, tout simplement, ça va vous retourner un tableau des éléments li. Les éléments li, vous les connaissez très très bien. Ensuite, moi, je souhaite, par exemple, ici, au niveau de y, affecter que le troisième élément. Puisqu'ici, c'est un tableau, donc ça va me retourner plusieurs éléments. Et l'indice du premier, c'est 0. Ensuite, le deuxième, c'est 1. Ensuite, le troisième, c'est 2. C'est pour ça, ici, j'ai mis x entre crochets 2. Ensuite, document.getElementById. Donc, ici, nous allons, cette partie-là va nous permettre de récupérer le pointeur ou l'objet qui a l'identifiant des mots. Point inner HTML, ça c'est le contenu de cet élément-là HTML. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va mettre y.innerHTML. Et le y ici, il pointe où c'est un objet qui représente le deuxième élément li dans le code. Donc si je vais vérifier ici au niveau de mon body, donc ici, j'ai un paragraphe, l'identifiant c'est court. Ensuite, j'ai une liste UL unordered, donc elle n'est pas ordonnée. Et j'ai des LI. Moi, je pointe ici X2. Bon, pourquoi? Parce que le X, en fait, c'est un tableau de ces trois LI. Donc, il y aura le premier élément, il va pointer vers cet objet-là, le deuxième vers cet objet-là, le troisième vers cet objet-là. Et X2, c'est justement le dernier, c'est là. Donc, le dernier, c'est X2. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Y.innerHTML, c'est-à-dire ce contenu-là, nous allons récupérer le contenu de cet élément, c'est JavaScript, nous allons le mettre où? Dans l'élément qui a l'identifiant démo. Et l'élément qui a l'identifiant démo, c'est le dernier paragraphe, juste après les deux boutons. Donc, il est ici, il a l'identifiant démo. Donc, normalement, quand on va appeler ma fonction 1, donc on va récupérer ce qui est écrit ici et on va le mettre là. OK? Où est-ce qu'on est en train d'appeler cette fonction? Bah, à ce niveau-là, au niveau du premier bouton. Regardez, button, /button.
Donc ici, on clique, l'événement on clique, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'on va exécuter? On va exécuter ma fonction 1 qui est définie à ce niveau-là. Donc si on veut, on peut faire un petit test pour voir ça. Donc regardez, ça c'est le premier bouton, ça c'est le deuxième. Là, j'ai un paragraphe. L'identifiant est court. Et là, normalement, ça ne se voit pas parce que tout simplement, c'est vide. Hein. Je vais essayer de vous le montrer, mais il est là. Regardez. Ah non, c'était après les boutons, pardon. Donc, après les deux boutons, regardez. J'ai le premier bouton, j'ai le deuxième. Où est-ce qu'il est le deuxième? Voilà, ça c'est le premier bouton. Ensuite, ça c'est le deuxième bouton. Je vais essayer d'agrandir un petit peu pour vous, hein, pour que ça soit visible. Hein. Donc ça c'est le premier bouton, ça c'est le deuxième. Remarquez avec la souris, je suis en train de me déplacer au niveau du code HTML ici, hein, à ce niveau-là. Et voici un paragraphe, mais il est vide, hein, une balise P, mais elle est vide et elle ne contient pas du tout de chaîne de caractères et son identifiant et des mots. Donc normalement, quand je clique ici, je vais apercevoir ici ce texte-là, JavaScript. Donc vous remarquez? Maintenant, j'ai modifié. Quand j'ai cliqué, j'ai modifié et maintenant, j'ai le texte qui apparaît ici au niveau plutôt entre P et /P, au niveau de l'élément qui a l'identifiant des mots. Maintenant, pour le deuxième bouton, qu'est-ce qu'il permet de faire? Bon, nous allons voir ça ensemble. Donc, en fait, c'est ce bouton-là. Quand on clique dessus, regardez ici l'événement on clique. Donc, nous allons exécuter cette fonction-là, ma fonction 2. Et qu'est-ce qu'elle contient, ma fonction 2? Donc, il y a la première instruction var z égale document.getElementById JS. Donc, est-ce qu'il y a JS? Donc, ça, OK. Et là, qu'est-ce qu'on fait après avec ce z? Donc, document.getElementById demo.innerHTML reçoit z innerHTML. Donc, qui peut me dire qu'est-ce qu'elle permet de faire cette fonction, ma fonction 2, avant de la tester? Donc, regardez très bien. Donc, première instruction, z reçoit document.getElementById et entre parenthèses, l'identifiant, c'est JS. Si on regarde ici, JS, c'est le troisième LI. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Document.getElementById. L'identifiant à ce moment-là, c'est démo, donc c'est ce paragraphe-là, .innerHTML égale z innerHTML. Donc vous avez compris que les deux vont effectuer exactement la même chose, sauf que là, nous avons utilisé getElementsByTagName LI pour récupérer tous les éléments LI. Ensuite, nous voulons cibler le troisième et par hasard, le troisième, lui aussi, il a l'identifiant JS qui récupère la deuxième fonction et donc on aura exactement la même chose. Donc, lorsque je vais cliquer à ce niveau-là, vous n'allez pas voir de changement, tout simplement parce qu'il faut que je recharge ma page. À ce moment-là, P ne contient absolument pas de chaîne de caractères. Quand je clique sur le deuxième bouton, donc vous remarquez ici que le texte qui était au niveau du troisième LI va apparaître là. Donc c'est un exemple qui est très simple. Donc je vous conseille de le reprendre et de le retravailler. Comme ça, vous allez mieux le maîtriser. Donc ça, c'était pour ou concernant la recherche d'un élément. Je recherche l'élément en utilisant les méthodes que je vous ai montrées. Donc vous avez getElementsById, getElementsByTagName, getElementsByClass and getElementsByName. Maintenant, si je veux créer un nouveau élément qui n'existe pas encore dans ma page web, bon, c'est simple, hein, ce n'est pas vraiment difficile. Donc la création d'un nouveau élément s'effectue via la méthode createElement de l'objet document. Donc vous mettez var, le nom que vous voulez donner à votre variable qui représente ce nouveau élément HTML. Vous appelez l'objet document.createElement et vous mettez le type d'élément que vous voulez. Vous voulez un titre de niveau 3, vous voulez une balise, vous voulez un élément LI, vous voulez un formulaire, qu'est-ce que vous voulez? Donc il faudra le préciser ici comme argument. Ensuite, ça c'est pour la création d'un élément.
Si vous voulez maintenant modifier le contenu ou lui définir un contenu, cet élément. Donc c'est simple aussi, hein. Vous avez la propriété inner.html. Donc c'est une propriété, il n'y a pas de parenthèse ici. Inner.html égale nouveau titre. Bien sûr ici, ça c'est la forme générale element, c'est-à-dire l'objet qui représente l'élément .inner.html. Donc ici, puisque moi, la variable qui représente l'élément que je viens de créer, qui est un titre de niveau 3, par exemple, son nom, le nom de la variable, c'est titre. C'est pour ça ici que j'ai mentionné titre.inner.html. Ensuite, si vous voulez modifier un attribut quelconque, peu importe l'attribut que vous voulez modifier, l'essentiel, il faut que vous mettez ici l'élément, c'est-à-dire l'objet qui représente cet élément, .setAttribute avec le A en majuscule et deux arguments. L'attribut que vous voulez renseigner, définir, et la valeur que vous voulez affecter à cet attribut. Par exemple, titre.setAttribute, entre parenthèses, classe, virgule, T3. Ça veut dire que là, je vais définir l'attribut classe pour cet élément-là, et la valeur de cet attribut sera T3. Pour l'instant, j'ai créé l'élément, j'ai modifié son contenu, j'ai défini un contenu pour cet élément, j'ai modifié un attribut, je peux modifier d'autres attributs, mais je ne l'ai pas encore ajouté à la page HTML, au document HTML. Si je veux par exemple modifier encore son style, donc c'est possible aussi, bien sûr. Si vous voulez définir le style au niveau d'un fichier CSS, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, je suis en train de définir, si vous voulez, un style en ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Titre.style.color, par exemple, la propriété égale blue. Donc, la forme générale, c'est element.style.property égale la valeur que vous voulez affecter à cette propriété. Donc, voici un exemple, c'est 10.js, donc je vais aller ici au niveau de ce fichier. Donc comme ça il est beaucoup plus clair. Donc la même remarque que tout à l'heure, j'ai oublié de mettre un en-tête. Donc je vais mettre un title tout simple, par exemple page JS10. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai au niveau de ce body là? Donc j'ai un paragraphe, il y a du texte. Click the button to make a button element with text. OK. Ensuite, j'ai un bouton. On clique my function. Et j'ai ajouté un titre. Ça, c'est le texte qui sera affiché au niveau du bouton. Et le script, bien sûr, tout juste avant /body. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette fonction-là? Donc, une variable titre, document.createElement H3, ok, donc je suis en train de créer un titre de niveau 3. Là, je suis en train de définir le texte qui sera contenu entre H3 et /H3, c'est nouveau titre. J'ai décidé par exemple hein, de lui définir une classe, c'est titre3, et de le mettre en bleu par exemple. Maintenant, pour l'ajouter, c'est cette dernière instruction. Je pense que je vais en parler sur les slides suivants. Mais sans faire un, je peux le décrire ici. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Document.body. Donc, l'élément body, il est déjà connu. Vous n'avez pas à le rechercher tout simplement parce que un document HTML, il a l'entête et il a le body. Donc là, on attaque directement body. Qu'est-ce qu'on met? Append child. Nous allons ajouter un enfant. Et cet enfant, ce sera quoi? Ce sera l'objet titre. Et l'objet titre, vous venez de le créer, on vient de le créer. C'est un élément HTML de niveau 3, c'est un titre de niveau 3. Et on a modifié son contenu, et ses attributs, ainsi que son style. Normalement, à l'exécution de ça, nous allons apercevoir un nouveau titre dont le texte sera un nouveau titre et il sera en bleu. Donc, click the button to make a button element with text. OK. Donc, vous avez remarqué, si je clique une deuxième fois, ça va me rajouter. Tout simplement, je ne suis pas en train de vérifier est-ce que je l'ai déjà
ajouter ou pas, peu importe. À chaque fois, moi, je vais ajouter un élément ici à la fin. Regarde. Je clique, je vais apercevoir un autre élément. Regarde, je vais agrandir. J'en ai 3 pour l'instant. Je clique une deuxième fois, il y en a un quatrième. Et ainsi de suite. D'accord? Donc j'espère que l'exemple est assez clair. Si jamais vous avez des petits soucis ou des questions, donc je vous le répète, il faut surtout pas hésiter. Il faut me poser la question. Bien sûr, essayez tout d'abord de trouver vous-même la solution parce que c'est toujours plus agréable de comprendre une chose par soi-même, même si c'est un peu difficile. Comme ça, vous allez mieux vous en souvenir. Ensuite, modifier les enfants d'un élément HTML. Un élément HTML peut contenir d'autres éléments, c'est-à-dire des éléments enfants. Ces derniers sont listés par le tableau Child Nodes. Les nœuds enfants. La gestion des enfants d'un élément se fait par les méthodes suivantes. Si je veux par exemple supprimer un élément qui est l'enfant d'un autre élément. Par exemple, tout à l'heure, j'ai ajouté là. J'ai ajouté ici un enfant, un nœud qui est un H3 à body. Si maintenant je veux le supprimer par exemple. Donc là maintenant, j'ai la fonction suivante, c'est element.removeChild et entre parenthèses, je donne ce child que je souhaite supprimer. Ici, si je veux supprimer un élément qui est directement inclus dans body, donc je dois mettre ici body.removeChild et je donnerai le pointeur ou l'objet qui représente cet élément. Si on veut ajouter un élément ou bien un nouvel enfant, donc c'est element.appendChild. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc à body, je vais ajouter un enfant. Et cet enfant, c'est qui? C'est titre. Et titre, c'est un objet qui a été créé avec create element et c'était un titre de niveau 3. Donc maintenant, si vous voulez insérer un enfant juste avant un autre enfant, donc c'est simple, c'est element, ça c'est le parent, dot insert, je pense ici, c'est insert, j'ai oublié de mettre un T, donc je vais vérifier ça directement. Oui, c'est insert, donc il manque bien un T. Hein. Donc ici, il y a une petite erreur, il manque un T. C'est insert before qui? Child 1, child 2. Je vais insérer child 2 avant child 1. Ensuite, si vous voulez remplacer un enfant par un autre, c'est simple. Element.replace child, new child, comma, old child. Donc ici, vous allez remplacer le nouveau, plutôt l'ancien par le nouveau. Donc il ne faut pas se tromper dans l'ordre seulement. Et ici, bien sûr, element, ce sera toujours le parent de vos enfants. Par exemple, si vous avez new child et old child qui sont directement inclus dans body, donc ici vous mettrez body. Si par exemple new child et old child c'est des balises LI, donc normalement ici leurs parents c'est UL bien OL. Je pense à un exemple simple. Donc ici titre, je reprends en fait le même exemple que tout à l'heure et je rajoute une suppression. Oui, c'est ça. Pas vraiment, mais c'est presque la même chose. Regardez ici. Je crée un élément H3. Je lui définis un contenu. Je vais l'ajouter, pas de problème. Ensuite, j'ai plusieurs paragraphes, moi, dans mon document HTML. Donc, c'est pour ça, ici, j'ai utilisé getElementsByTagName. Et ensuite, je vais essayer de supprimer le premier paragraphe seulement. Nous allons voir ça. C'est la page 11. Donc, je me retourne vers VS Code. Donc, je refais la même chose. Donc, l'entête, title, page, JS, 11. OK. Au niveau de body, j'ai le premier paragraphe.
C'est exactement le même que sur l'exemple précédent. J'ai un bouton et j'ai un script. Donc, dès que je clique sur le bouton, je vais exécuter cette fonction-là, myFunction. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle va définir ou créer un objet titre qui sera un élément H3. Ensuite, je vais lui donner un contenu. Ensuite, je vais l'ajouter. Donc, forcément, quand on ajoute un élément, il sera ajouté à la fin. Sauf si vous allez utiliser insert before ou replace. Donc, puisqu'ici, on utilise append child, donc on sera ajouté à la fin. Ensuite, là, je récupère tous les paragraphes. Moi, pour l'instant, j'en ai pas 36 000, j'en ai qu'un seul paragraphe, donc il n'y a que ce paragraphe qui va disparaître en fait avec la ligne 17. Ok, je vais laisser l'exemple tel qu'il est et ensuite je vais le modifier pour vous montrer dans le cas où on aura plusieurs paragraphes, qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, c'est un paragraphe. Donc je vais afficher l'inspecteur comme ça, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc regardez, ça c'est le paragraphe. Hein. Ça c'est le paragraphe, il est là. Ensuite, j'ai le bouton et j'ai mon script. Ok, et le script, le dernier, il est injecté par Live Server. Celui-là, on ne va pas du tout le regarder. Voici mon script. Ok. Quand je clique sur le bouton, normalement, c'est cette fonction-là qui sera exécutée. Ok. Nous allons faire un test. J'ai cliqué. Bah, en fait, le paragraphe qui était juste avant le bouton, il a disparu. Et j'ai un titre qui a été ajouté. D'accord? Le titre, il a été ajouté ici, à la fin de body. Bon, il sera placé après les scripts. OK? Ça ne pose pas de problème ici parce que la page, elle est déjà chargée, donc les scripts sont chargés, donc ça ne va pas ralentir. Donc, maintenant, si on ajoute à la fin, ce n'est pas vraiment très, très grave. Donc, vous remarquez, il y a un titre qui s'est ajouté et le paragraphe, il a totalement disparu. Et c'était l'objectif. Maintenant, je vais modifier un petit peu, juste pour vous montrer. Hein, je vais rajouter un deuxième paragraphe, en fait. Donc, je vais mettre P. Voilà. Donc, j'ai un deuxième paragraphe. Et moi, je vais supprimer que le premier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recharger. Donc, j'en ai deux paragraphes, le premier et le deuxième. Quand je clique, il n'y a que le premier qui disparaît. OK? Donc, je vais recharger de nouveau pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau de la console. Donc, au niveau de la console, par exemple, je vais faire document get element by tag name. OK, et je mettrai P. Je vais mettre tout ça au niveau d'une variable que je vais appeler paragraphe. Je vais mettre P tout court. Ou bien... Ouais, P, allez-y. Donc, si je veux afficher P, regardez. P, en fait, c'est un objet. Ou un tableau, si vous voulez. Hein. Donc, c'est une collection, d'accord. Le premier élément, il a l'attribut 0, ensuite 1, et ainsi de suite. Si je veux afficher le premier... Attendez. C'est pas ça qui m'intéresse. Bon. J'ai cliqué sur quelque chose. C'est pas ça. Bon, par exemple, P0 point inner HTML. Donc, il me donne, cette propriété me donne le contenu de ce premier paragraphe. Donc, le premier paragraphe, c'est celui-là. Ensuite, P2, pardon, 1. Point inner HTML. Donc, ça, c'est le deuxième. OK? Si j'essaie d'accéder à un paragraphe qui n'existe pas, ben, vous allez obtenir une erreur. Tout simplement. Si, par exemple, je vais définir là un identifiant là pour ce paragraphe, je vais lui donner P1. OK? Et là, je vais recharger la page
Et ensuite, je vais mettre document.get. Là, je mettrai by ID et ce sera PA. Je vais mettre tout ça au niveau d'un P, par exemple. Et je veux afficher le contenu. OK? Vous avez compris un petit peu. Donc là, j'ai récupéré le paragraphe. Ce paragraphe-là, le premier, en utilisant cette méthode-là, getElementById. Maintenant, si jamais je donne un identifiant qui n'existe pas, 11 par exemple. Comment tester que vous avez bien récupéré l'élément ou pas? Il suffira de faire par exemple if p égale nul. Je ne sais pas s'il prend comme ça en majuscule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alerte. Nous allons faire un petit test. Nul, c'est pas comme ça qu'il faudra l'écrire. Attendez, juste que je vérifie bien la syntaxe. Nous l'avions déjà fait auparavant. Non, c'est en minuscule. Hein. Ok. Donc P n'existe pas. Tout simplement parce que moi, j'ai essayé de récupérer un élément qui a l'identifiant P11. Donc il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est bien de l'injecter au niveau de votre code. Comme ça, si vous avez une petite erreur, c'est-à-dire si jamais vous êtes en train de rechercher un élément par identifiant, par exemple, ou bien par tag name, et que l'élément n'existe pas, ou que vous allez pouvoir le détecter ici au niveau de votre code et afficher une erreur pour vous, hein, puisque il ne faut pas laisser cette erreur-là, il faudra la corriger ou bien rediriger l'utilisateur vers une autre page ou autre. Okay. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous. Si jamais, je le répète, vous avez des questions, donc il ne faut pas hésiter de me contacter. Maintenant, pour les événements, depuis tout à l'heure, on était en train d'utiliser un événement qui était en clic. Il n'y a pas que cet événement, il y en a d'autres. Donc, l'action de l'utilisateur représente un événement. Donc, ça peut être le mouvement de la souris, le clic sur un lien, par exemple, ou bien autre. Donc, et bien sûr, cette action va déclencher ce qu'on appelle un événement. Et on va effectuer un appel à une fonction communément appelée ou nommée gestionnaire d'événements. Et pour affecter un gestionnaire d'événements à un objet HTML, il suffit de renseigner l'attribut correspondant à l'événement par le nom de la fonction traitant cet événement. Par exemple ici, quand on mentionne onClick égale et on donne ici qu'est-ce qu'il faudra exécuter si jamais le client clique sur le bouton. Donc ça permet en fait de définir ce qu'on appelle un gestionnaire d'événements pour cet élément-là. Donc l'exemple, nous l'avons déjà vu, on ne va pas le revoir. Hein. Voici un tableau qui résume un petit peu les événements les plus utilisés. Par exemple, vous avez onClick, c'est un clic simple, on DB-click, double-click, on mouse move, déplacement de la souris sur un élément, on mouse over, entrée de la souris dans l'espace de l'élément, on mouse out, lorsque vous allez sortir de l'espace de l'élément, et vous avez plein d'autres événements. Donc je vous invite à tester le plus d'événements possible via des exemples assez simples. Et normalement, je vous ai donné ici le maximum d'informations pour pouvoir commencer à programmer en JavaScript. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, notre but, ce n'est pas de faire un simple traitement, multiplication de matrices ou autre, mais non, là, nous essayons de communiquer avec le navigateur du client et surtout de pouvoir interagir avec le document web, c'est-à-dire accéder aux différents éléments HTML qui composent le body, le corps ou bien l'entête, de pouvoir modifier le contenu des éléments, de pouvoir y ajouter d'autres, de pouvoir en supprimer si jamais on en a besoin.
Donc, essayez de revoir la vidéo plusieurs fois peut-être pour bien assimiler les principes. Et j'essaierai pour une prochaine vidéo de vous montrer peut-être un petit peu plus d'exemples pratiques et qu'est-ce qu'on peut faire en utilisant JavaScript. Donc, si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas à partager vos remarques, vos questions au niveau des commentaires et j'essaierai d'y répondre. Et comme ça aussi, vous allez créer une certaine interaction entre vous et ça vous permettra d'apprendre encore mieux. Et si vous avez des remarques, il ne faut pas hésiter aussi.